Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, disons que c'est un sujet qui a fait l'effet d'un véritable séisme intellectuel lors de sa parution. Un séisme, c'est vraiment le mot juste, ouais. On remonte le temps jusqu'en 1877, on va se plonger dans le tout premier volume d'une œuvre monumentale qui s'appelle Isis dévoilée, un texte écrit par H.P. Blavatsky. Et ce volume spécifique porte un sous-titre à la fois super simple et franchement redoutable. Le sous-titre, c'est juste Science. C'est ambitieux pour l'époque. Très ambitieux. Ah ça oui. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire l'essence de cet ouvrage victorien qui est, il faut le dire, extrêmement dense. Notre mission, c'est de comprendre comment ce texte tente de créer un pont improbable entre la sagesse antique, la magie et la science moderne naissante. Parce que c'est vraiment une tentative de réconcilier l'irréconciliable, en fait. Exactement. Et pour saisir toute la portée de ce texte, il est impératif de se plonger dans le climat épistémologique de l'époque, donc la fin du 19e siècle. Il faut imaginer que cette fin de siècle, elle est complètement verrouillée par un matérialisme scientifique d'une sévérité inédite. Le paysage intellectuel est dominé par des figures comme Thomas Huxley ou John Tyndall. Des poids lourds de la science de l'époque, quoi. Voilà, des poids lourds qui ont imposé un paradigme extrêmement strict. Pour eux, c'est simple. Seul le tangible, le mesurable, la matière physique dense possède une réalité objective. Tout ce qui échappe aux instruments de laboratoire de l'époque est direct relégué au rang de superstition ou au mieux de poésie. C'est une science purement mécanique. Tout à fait. C'est dans ce contexte de certitude absolue, où la science se conçoit comme une mécanique purement aveugle et déterministe, que le texte de Blavatsky fait éruption, et avec une thèse radicale. Elle affirme que cette science victorienne, malgré tous ses triomphes industriels, est en fait fondamentalement borgne. Borgne parce qu'elle ignore la moitié de l'univers, c'est ça? C'est exactement ça. Elle ampute la réalité de toute sa dimension invisible et causale. Bon, décortiquons ça parce que c'est là que ça devient passionnant. La critique qu'elle formule va bien au-delà d'un simple désaccord philosophique de salon. En fait, c'est une attaque en règle contre la méthode scientifique de son temps, ou plutôt contre les limites artificielles que cette science s'est imposée. Ouais, elle s'en prend au dogme en lui-même. Pour rendre ça plus accessible, on pourrait utiliser une analogie. C'est un peu comme si la science de 1877 agissait comme un chercheur qui s'acharnerait à cartographier la surface d'un océan avec une précision mathématique hallucinante, mais qui nierait farouchement l'existence des courants sous-marins et des abysses. Sous prétexte que son filet de pêche ne parvient pas à les remonter. Voilà, exactement. Sous prétexte que c'est invisible depuis son bateau. Le texte souligne que les institutions scientifiques de cette fin des années 1800 se comportent exactement comme les dogmes religieux dont elles cherchaient pourtant à s'émanciper. C'est le paradoxe qu'elle pointe du doigt en permanence. C'est ça. On a juste remplacé l'infaillibilité papale par l'infaillibilité du microscope, en fait. Mais le refus d'explorer l'inconnu reste exactement le même. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce refus est d'autant plus paradoxal que l'auteur ne rejette aucunement la démarche scientifique ou l'importance de la rationalité. C'est vraiment une nuance fondamentale de l'ouvrage qu'il faut souligner. C'est pas un discours anti-science du tout. Pas du tout. Blavatsky ne plaide absolument pas pour un retour à un obscurantisme pré-rationnel. Elle attaque le matérialisme exclusif. Cette idée selon laquelle la matière physique serait la cause première de toute chose. Pour elle, la matière tangible n'est que la cristallisation finale, la pointe de l'iceberg de processus invisibles beaucoup plus vastes. Si on ramène ça à une image plus moderne, ce serait comme limiter la recherche à l'étude d'un ordinateur en se focalisant uniquement sur les circuits matériels en plastique et en métal. Et en déclarant que le concept même de logiciel est une hallucination mystique. C'est une super métaphore. Et cette tension, on la retrouve énormément dans sa redéfinition de la psychologie, un domaine qui à cette époque peinait vraiment à s'établir comme une science légitime. Dans les années 1870, l'étude de l'esprit, c'était encore balbutiant. C'est ça. Ça commençait à être réduit à la phrénologie ou à la simple observation des influx nerveux dans la boîte crânienne. Mais selon les sources que nous analysons, Isis dévoilée propose une approche totalement différente, une vraie psychologie de l'âme humaine et de ses capacités latentes. Elle va chercher beaucoup plus loin que le système nerveux. Oui, le texte avance l'existence de facultés intérieures et d'une perception qui dépasse très largement les 5 sens physiques. Évidemment, pour l'establishment victorien, c'était la définition même du charlatanisme. Mais Blavatsky insiste sur le fait que la véritable psychologie nécessite d'étudier l'anatomie occulte de l'homme, pas juste son cerveau physique.
Il est d'ailleurs super important de rappeler ici la nature de notre démarche aujourd'hui. Notre but dans cette exploration, c'est pas de valider ces théories ésotériques ou de prendre position sur l'existence réelle d'une telle anatomie occulte. Ah non, bien sûr, on reste complètement neutre face au texte. Que l'on soit un tenant d'un rationalisme hyper strict ou qu'on possède une sensibilité plus philosophique, l'objectif c'est d'observer comment cette rhétorique s'est déployée pour ébranler un consensus intellectuel massif. On analyse la force d'attraction de ces idées, indépendamment de toute adhésion personnelle. Et justement, la stratégie rhétorique la plus spectaculaire de l'ouvrage, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Elle s'approprie frontalement un concept qui était massivement moqué par les rationalistes. La magie. Le mot qui fâche à l'époque. Totalement. Mais il faut tout de suite se débarrasser des clichés habituels. Quand elle parle de magie, il n'est pas du tout question de chapeau pointu, de sortilège d'opérette ou de croyances populaires. Dans ce premier volume, la notion de magie subit un renversement épistémologique complet. Elle l'a redéfinie de manière presque clinique. C'est ça. Elle la définit comme la compréhension absolue et la manipulation maîtrisée des lois occultes de la nature. Occulte dans le sens de caché, invisible. La magie, pour Blavatsky, c'est en fait la science ultime. Une discipline d'une rigueur mathématique implacable qui s'applique juste à des forces que l'on ne voit pas. Et cette redéfinition, elle s'appuie sur une réinterprétation systématique des civilisations anciennes. Le livre convoque sans relâche l'Égypte antique, l'Inde védique, la Chaldée ou des figures tutélaires comme Hermès Trismégiste. Elle s'en sert pas juste comme d'anecdotes historiques. Non pas comme de simples curiosités anthropologiques, elle les présente comme les détenteurs d'une véritable science spirituelle qui serait infiniment supérieure à la physique balbutiante du XIXe siècle. Son postulat, c'est que ces cultures possédaient une connaissance exacte de la structure invisible de l'univers. Une connaissance qui aurait été perdue ou cryptée, c'est ça ? Exactement. Cryptée intentionnellement dans des mythes allégoriques pour la protéger des profanes. Du coup, selon cette lecture, un hymne védique ou un mythe égyptien, ce n'est pas l'imagination poétique d'un peuple primitif, c'est carrément un manuel de physique avancée, mais codé sous forme de symboles. C'est fascinant comme perspective. Et pour rendre cette fameuse science antique opérante, l'auteur s'appuie sur un concept clé qui irrigue toutes les sources, le concept de la lumière astrale. C'est là que l'analyse devient particulièrement dense. C'est le cœur du système. Oui, pour visualiser un peu ce concept de lumière astrale, on pourrait le comparer à ce que les physiciens victoriens appelaient l'éther luminifère, ce milieu hypothétique censé propager la lumière. Sauf que Blavatsky dote cet éther de propriétés métaphysiques assez vertigineuses. Elle l'élève à un tout autre niveau. Elle décrit la lumière astrale comme un champ énergétique omniprésent, une sorte de trame invisible qui baigne et connecte l'univers entier. On pourrait même le comparer à une sorte d'internet invisible de la nature. C'est une substance malléable qui enregistre chaque pensée, chaque acte, chaque impulsion. Une immense matrice mémorielle en fait. Et la connexion qu'elle fait avec les découvertes scientifiques de son temps est très habile. Elle utilise un vocabulaire qui résonne avec la physique ondulatoire qui commençait tout juste à émerger. Elle parle leur langage pour mieux les contrer. C'est ça. Elle présente cette lumière astrale comme l'agent universel. C'est par la maîtrise de cet éther, de cette substance que les anciens initiés opéraient. En concentrant extrêmement leur volonté, ils pouvaient manipuler cette trame énergétique pour produire des effets tangibles dans notre monde matériel. Et c'est ce qui expliquerait les miracles. Oui, c'est ce que les foules non initiées appelaient des miracles. Mais dans ce texte, un miracle n'est jamais une violation des lois naturelles par un dieu capricieux. C'est juste l'application d'une loi physique supérieure qui opère sur ce plan astral que la science ordinaire ignore. Ce mécanisme de la lumière astrale, ça nous amène directement à confronter l'une des parties les plus développées de l'œuvre, son analyse du spiritisme. Parce qu'il faut vraiment se figurer l'ampleur de ce phénomène dans les années 1870. Et c'était une folie furieuse à l'époque victorienne. Une vraie frénésie sociale, ouais. Des États-Unis jusqu'en Russie, tous les salons bourgeois organisaient des séances d'obscurs. Il y avait des tables tournantes, des matérialisations d'ectoplasmes, des médiums en transe qui prêtaient leur voix aux morts. Et on pourrait s'attendre à ce qu'un livre sur la magie défende tout ça. Légitimement, oui. On s'attendrait à ce qu'elle soutienne ce mouvement. Pourtant, la position d'Isis dévoilée est d'une complexité surprenante. En réalité, c'est l'une des critiques les plus sévères de ces pratiques. Elle se démarque complètement des croyants comme des sceptiques. C'est ça qui est fort. Elle ne nie pas du tout la réalité factuelle des phénomènes. Elle admet tout à fait que les tables tournent et que des voix se font entendre sans aucun trucage mécanique. Donc les phénomènes sont réels pour elle.
Ils sont réels. En revanche, elle rejette violemment l'interprétation spirit. Pour elle, c'est d'une grande naïveté de croire que l'esprit pur et immortel d'un défunt redescendrait sur Terre juste pour faire claquer des meubles dans un salon londonien. Ça ferait un peu mesquin pour un esprit supérieur. Un peu, oui. L'explication qu'elle propose repose sur cette anatomie occulte très précise dont on parlait. Elle distingue vraiment la conscience supérieure de ce qu'elle nomme le double astral ou l'âme animale. Et c'est cette distinction qui introduit le concept des coquilles psychiques. C'est un concept assez glaçant d'ailleurs. Les sources détaillent un processus très précis. Au moment de la mort, la véritable essence spirituelle se détache et part évoluer ailleurs. Jusque-là, c'est classique. Oui, mais les désirs terrestres, les passions basses, les automatismes de la personnalité forment une sorte de résidu, un calque énergétique qui reste piégé dans cette fameuse lumière astrale. Et c'est ce calque vide qu'elle appelle une coquille. Elle est vide de toute conscience véritable. Exactement. Elle est vide, mais elle contient la mémoire holographique du défunt. Et lors d'une séance spirit, le médium, par sa simple vitalité physique, agit involontairement comme une grosse batterie électrique. L'énergie du médium vient recharger et animer temporairement cette coquille morte. Créant l'illusion parfaite mais assez macabre d'une communication avec l'au-delà. C'est ça, on parle à une coquille vide, animée par l'énergie des vivants. Cette explication, elle désacralise totalement le spiritisme. Elle le réduit à un phénomène quasi mécanique et surtout parasitaire. L'implication philosophique est lourde. L'entité qui s'exprime n'est pas un guide spirituel, c'est un écho spectral qui se nourrit de notre énergie. Ça soulève une question importante sur les dangers de ces pratiques. Ah, c'est une mise en garde retentissante de la part de Blavatsky. Elle dénonce le danger inhérent au fait de manipuler des forces invisibles puissantes sans aucune compréhension des lois qui les régissent. Pour reprendre nos analogies, c'est l'équivalent de manipuler des matières radioactives à main nue en pensant jouer avec de simples pierres lumineuses. L'image est frappante. Jouer avec l'invisible, c'est dangereux, sans la science qui va avec. La mise en garde est hyper claire, oui. L'exploration de l'invisible nécessite une rigueur académique, un entraînement spécifique et une éthique de fer. On est très loin du petit divertissement mondain de l'époque victorienne. L'insistance sur la nécessité d'une méthodologie rigoureuse face à l'inconnu, c'est peut-être l'un des aspects les plus modernes du texte. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? Pourquoi s'attarder sur un volume rédigé il y a près de 150 ans ? C'est la question centrale. Quelle peut être la pertinence de cet affrontement pour quiconque cherche à élargir ses connaissances de nos jours ? Il semble que le conflit mis en lumière dépasse largement la simple querelle du XIXe siècle. Si on relie ça à une vision plus globale, la pertinence de cette œuvre réside dans le fait qu'elle met en lumière une tension structurelle qui n'a jamais disparu. Le clivage entre une vision purement mécanique de l'univers et le besoin de percevoir le cosmos comme un organisme vivant, imprégné de conscience. C'est toujours d'actualité. Le débat n'est toujours pas tranché, en fait. Non, pas du tout. Même si le vocabulaire a changé, on est passé des machines à vapeur à la physique quantique et aux intelligences artificielles, mais le problème de la nature de la conscience face à la matière reste entier. Le livre de Blavatsky rappelle surtout le danger de la certitude absolue. Les vérités scientifiques d'une époque sont souvent révisées par la suivante. L'histoire des sciences le démontre de manière cyclique. Les impossibilités absolues d'un siècle deviennent la banalité technologique du siècle suivant. C'est une vraie invitation à l'humilité intellectuelle. Et je trouve que la véritable richesse de cette plongée dans Isis dévoilée ne réside pas forcément dans le fait d'adhérer à ces théories ésotériques, mais plutôt dans l'exercice mental que ça impose. Une gymnastique intellectuelle très saine. Exactement. Le texte nous oblige à confronter des perspectives multiples, à chercher des modèles transversaux à travers l'histoire. C'est un antidote puissant contre le confort intellectuel de l'information prémâchée. Ça exige de regarder au-delà de la surface et de refuser le cloisonnement. Ce décloisonnement, c'est vraiment la clé pour éviter la sclérose de la pensée. En refusant de se plier à la fois à un matérialisme réducteur et à une religiosité irrationnelle, Blavatsky tente de forger une troisième voie. Une synthèse où la raison décode le mystère sans le détruire. Voilà. L'effort demandé pour suivre cette logique affine la capacité d'analyse et force à admettre que notre carte du réel est par définition toujours incomplète. Pour résumer rapidement l'essence de cette plongée monumentale, on a vu comment le premier volume d'Isis dévoilé s'attaque au dogme matérialiste victorien. Comment il redéfinit la magie comme l'héritage scientifique des civilisations anciennes. Et toute la mécanique de la lumière astrale ?
Oui, ce fameux champ énergétique qui expliquerait les miracles antiques et qui permet de démystifier les phénomènes spirites en les réduisant à l'animation de coquilles psychiques. C'est vraiment une fresque qui remet en question la définition même du savoir. Et pour clore cette analyse, j'aimerais laisser une dernière réflexion à méditer. Un parallèle assez troublant quand on y pense. Aujourd'hui, l'astrophysique et la mécanique quantique parlent couramment d'intrication quantique, où des particules communiquent instantanément à travers des distances galactiques. Ce qui défie nos conceptions de l'espace et du temps. Totalement. Nos modèles postulent que la matière noire et l'énergie sombre constituent près de 95% de la masse de l'univers. Des forces colossales, invisibles et indétectables par nos instruments traditionnels. Alors, face à ça, une question s'impose. Laquelle? Se pourrait-il que la science de pointe contemporaine, avec ses équations complexes et ses accélérateurs de particules, soit simplement en train de redécouvrir les contours de cette fameuse lumière astrale que Blavatsky décrivait il y a près de 150 ans? C'est qu'une perspective vertigineuse. Ça illustre parfaitement comment l'étude de textes anciens, même les plus hétérodoxes, peut offrir un éclairage inattendu sur notre propre époque. La tension entre le visible et l'invisible est loin d'avoir livré tous ses secrets. L'essentiel, c'est de garder l'esprit ouvert et la curiosité toujours en éveil, sans jamais s'enfermer dans un dogme. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion.